Mon exposé intitulé Études thermomécaniques, numériques et expérimentales d'un contact rugueux, présenté par moi-même, Mme Sandrine Hamouda, doctorante en génie mécanique et assistante à ESATCHUS. Le plan de la présentation est le suivant. Je commence par présenter la problématique et le contexte de l'étude. J'enchaîne par une description de la microgéométrie. Ensuite, je présente une étude numérique, microscopique et macroscopique bidimensionnelle du comportement thermomécanique d'un contact rugueux. La quatrième partie est consacrée à la détermination expérimentale de la résistance thermique de contact. La cinquième partie est dédiée à une étude numérique macroscopique du comportement thermomécanique de l'ensemble culasse-joint bloc-cylindre. Et je finirai par des conclusions et des perspectives. Donc, on commence par la problématique et le contexte de l'étude. Donc, ce travail de recherche se situe dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire de génie mécanique et la société Renault France. Donc, il s'intéresse principalement au transfert thermique entre la culasse, le joint et donc la culasse, joint et bloc cylindre. Donc, l'objectif est d'estimer les transferts thermiques opposés par le joint, d'estimer les transferts thermiques dans l'ensemble culasse, joint et bloc cylindre, qui a une influence déterminante sur les températures atteintes dans ces trois composants. Donc, pour estimer ces transferts-là, il faut nécessairement estimer la résistance thermique globale du joint qui s'oppose au transfert entre la culasse et le bloc cylindre. L'estimation de la résistance globale du joint est subdivisée en l'estimation de la résistance du joint et de la résistance thermique de contact à l'interface culasse-joint et à l'interface bloc-cylindre-joint. Donc ce problème doit être traité sur deux échelles, à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique. Pour ce faire, on suit la démarche suivante. Donc on commence d'abord par une étude microscopique afin de déterminer la pression de contact et la résistance thermique de contact aux différentes interfaces culasse-joint et bloc-cylindre-joint. Ensuite, c'est la détermination de ces deux paramètres. Par la détermination de ces deux paramètres, on va gérer, ou bien ces deux paramètres-là, pression et résistance thermique de contact, vont gouverner le comportement à l'interface d'un modèle macroscopique. Donc on passe à une étude macroscopique. Ce passage de l'étude microscopique à l'étude macroscopique sera validé par une étude expérimentale de la résistance thermique de contact. Par la suite, une fois on a validé le passage micro-macro, on va appliquer ce passage-là au transfert thermique de l'ensemble culasse-joint bloc-cylindre. Donc je commence par la description de la microgéométrie. La microgéométrie dans cette étude est décrite suivant la norme ISO 12085 qui définit deux familles de paramètres, des paramètres relatifs à la rugosité, SR, AR et SAR, des paramètres relatifs à l'ondulation, W, SW, AW et SAW. Donc souvent les contacts entre surfaces rugueuses dans la littérature est modélisé par, ou bien subdivisé par un contact entre une surface rugueuse appelée surface somme et un plan rigide. Cette dernière, la surface somme, la rugosité de la surface somme remplace la rugosité des deux surfaces premièrement en contact. Donc, dans cette étude, on a essayé tout d'abord de valider ce passage vers la surface somme et ensuite d'adapter le contact rugueux-rugueux. C'est-à-dire d'adapter la rugosité, le contact entre deux surfaces rugueuses. Donc, on a développé un programme pour générer un profil de la surface somme à partir de deux profils de surface rugueuse. Donc ce programme prend les profils des deux surfaces rugueuses, détermine les paramètres de rugosité et d'ondulation. Ensuite, à partir de la littérature, on calcule les paramètres de la surface somme et à partir de ces paramètres-là, on génère le profil de la surface somme. Donc, dans l'étude microscopique,
on a développé un modèle microscopique. Dans ce modèle-là, on a opté pour le contact rugueux-rugueux, c'est-à-dire à l'interface, on a introduit les profils de deux surfaces rugueuses qui sont le profil du joint de culasse, du joint et le profil de la culasse. Et le deuxième modèle, dans le deuxième modèle, on a introduit le profil du joint et le profil du bloc cylindre. En contrepartie, on a aussi simulé les modèles avec profil somme équivalent, c'est-à-dire contact entre un corps rigide et un profil somme pour le contact joint-culasse et contact entre un plan rigide et un profil somme pour le contact bloc-cylindre-joint. Donc la pièce 1 dans les modèles simulés représente le matériau du joint. Dans la pièce 2 représente le matériau de la culasse dans la première simulation et le matériau du bloc cylindre GL04 dans la deuxième simulation. Et bien sûr, pour les modèles avec surface somme, la pièce 1 représente la surface somme et la pièce 2 représente le plan rigide. Donc, dans ce modèle mécanique, la surface inférieure est encastrée. On impose un déplacement sur la surface supérieure de la pièce 2. On impose une condition de symétrie sur la surface latérale droite des deux corps. Et à partir de ce modèle-là, on détermine l'évolution de l'air réel en fonction du déplacement et l'évolution de la pression de contact en fonction de l'overcloser qui représente la distance instantanée entre les deux lignes moyennes des profils étudiés. Donc pour les réels de contact, pour le premier modèle culasse, joint de culasse, on a déterminé l'évolution de l'air réel pour le contact rugueux-rugueux, c'est-à-dire on prend en considération le profil réel de la culasse et le profil réel du joint. Ensuite, on a déterminé l'évolution de l'air réel de contact pour le contact culasse-joint de culasse en considérant la surface somme de ce contact-là. De même, on a déterminé l'évolution de l'air réel pour le contact bloc-cylindre-joint en utilisant le concept surface somme et en utilisant un contact rugueux-rugueux. Donc, on remarque qu'il existe une différence entre le modèle utilisant rugueux-rugueux par rapport à celui de la surface somme. Donc on remarque que l'air réel augmente, le rapport air réel sur air apparent augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur très proche de 1. Donc on remarque aussi que pour le contact culasse-joint, pour le contact culasse-joint de culasse, on atteint plus rapidement l'air apparent. Ceci est probablement dû à la différence entre les deux modules de rigidité de ces deux surfaces-là. Donc, de même, on a déterminé la pression de contact en fonction de l'overcloser. Donc, l'overcloser, je répète, c'est la distance instantanée séparant les deux surfaces en contact. Donc, pour un contact rugueux-rugueux, culasse-joint de culasse, et en utilisant le concept de la surface somme, pour un contact rugueux-rugueux bloc-cylindre-joint et en utilisant le concept de la surface somme. Donc on remarque que la pression de contact est beaucoup plus élevée pour le contact bloc-cylindre-joint par rapport à celui de la culasse, joint de culasse, et on remarque qu'il y a une différence plus significative entre la modélisation avec surface somme et sans surface somme dans le contact culasse-joint. Donc, ensuite, après avoir déterminé le comportement mécanique entre ces surfaces rugueuses-là, on a essayé de modéliser le comportement thermomécanique des mêmes surfaces à l'échelle microscopique. Donc, le modèle développé dans l'étude thermomécanique est le suivant.
On a deux pièces, c'est semblable au premier modèle. On a ajouté les conditions aux limites thermiques. On a un encastrement sur la surface inférieure de la pièce 1. Un déplacement est imposé aussi sur la surface supérieure de la pièce 2. Les surfaces latérales gauche sont isolées. Une condition de symétrie est appliquée à la surface, aux surfaces latérales droite. Une température de 65 degrés C est appliquée sur la surface supérieure de la pièce 2 et une température de 265 degrés C appliquée sur la surface inférieure de la pièce 1. Le comportement à l'interface de ces deux surfaces est géré ou bien gouverné par l'équation suivante. La conductance K égale à lambda de l'air sur E, sur la distance séparant ces deux surfaces-là. Lambda de l'air, c'est 0,026 watts par mètre Kelvin. Donc, comme dans l'étude mécanique, ce modèle est utilisé dans 4 simulations. La première utilise le contact culasse-joint avec ce concept de la surface somme et avec profil réel. La deuxième, les deux autres utilisent simulent plutôt le contact bloc-cylindre joint avec concept de la surface somme et en utilisant les profils réels des deux surfaces. Donc à partir de ce modèle-là, on a calculé la résistance thermique de contact en utilisant cette équation-là, issue du loi de Fourier, delta T sur le flux, moins E1 sur lambda 1, l'épaisseur du corps 1 sur la conductivité du premier corps, moins E2 sur lambda 2. Donc la résistance thermique de contact est déterminée en fonction de l'overcloser. Pour le contact culasse-joint de culasse, en utilisant la surface somme en bleu et en utilisant les profils réels des deux surfaces. Aussi pour le bloc cylindre joint de culasse, en utilisant rigueur, les deux profils réels, et en utilisant le concept de la surface somme. Donc on trouve qu'il y a une différence entre la simulation utilisant les profils réels et la simulation utilisant la surface somme. Donc ces résultats-là, l'évolution de la résistance thermique de contact en fonction de l'overcloser et l'évolution de la pression de contact en fonction de l'overcloser seront utilisés dans un modèle macroscopique. Donc on a développé un modèle macroscopique là où on a éliminé les irrégularités ou bien les aspérités des deux surfaces et on a remplacé la présence de ces aspérités-là par les lois de comportement déduites à partir des modèles microscopiques. Donc, pour valider ce passage-là, on a déterminé l'évolution de la température à travers deux chemins verticaux du modèle microscopique et un chemin équivalent dans le modèle macroscopique. Donc, la courbe en vert passe par un chemin, représente l'évolution de la température dans un chemin passant par un creux, un chemin en rouge passant par un sommet, et pour le modèle macroscopique, c'est en bleu. On déduit que, de même, on a suivi l'évolution de la température à travers un chemin horizontal dans le modèle microscopique, un autre équivalent dans le modèle macroscopique. Donc, ces deux courbes-là montrent que la réponse du modèle macroscopique est une réponse moyenne du modèle macroscopique. Afin de valider expérimentalement ce passage de l'échelle microscopique à l'échelle microscopique, on a développé un dispositif expérimental pour mesurer la résistance. Ou bien on a mis en place un dispositif expérimental pour mesurer la résistance thermique de contact. Expérimentalement, ensuite on compare par rapport à des valeurs numériques. Donc le dispositif est le suivant, il est constitué de deux barres, une barre supérieure et une barre inférieure.
Là, entre ces deux barres-là, on met un échantillon et on applique un flux de chaleur à travers cet échantillon-là, par l'application d'une température en dessous et en dessus. Donc, pour calculer la résistance thermique de contact, il faut avoir un flux de chaleur monodimensionnel. Pour ça, on a essayé d'isoler le dispositif par des isolateurs en téflon, la pièce 1, et par de la vermiculite qui a été remplie dans ce dispositif-là. Donc, l'application de la température est appliquée par des cartouches chauffantes situées à l'intérieur des barres supérieures et barres inférieures et gérées par deux autotransformateurs. Ensuite, la température est mesurée dans différents emplacements de la barre supérieure et inférieure par des thermocouples qui seront enregistrés dans des enregistreurs de température. Donc, les échantillons testés, ce sont des échantillons du joint de culasse. Donc, on a choisi de faire des essais sur la section interfile constituée du stopper et de VS3040. Sur des sections constituées du corps de joint et de la section HS4040 et sur d'autres sections découpées du joint constituées de corps du joint et de HS4050. Donc l'échantillon est intercalé entre les deux barres inférieures et supérieures. On applique une pression sur la surface supérieure du cylindre supérieur et on mesure l'évolution de la température dans les différents thermocouples 1 à 4 et de 1' à 4'. Donc les deux figures suivantes montrent l'évolution de la température dans le cylindre supérieur et dans les différents thermocouples du cylindre inférieur. Donc ces valeurs de la température ont permis, à travers l'équation suivante, RTC égale à delta T sur le flux moyen, moins 1 sur lambda 1, moins 2 sur lambda 2, moins l'épaisseur de l'échantillon sur la conductivité thermique de l'échantillon, de déterminer l'évolution de la résistance thermique de contact en fonction de la pression appliquée pour les différentes sections HS4040, HS4050 et l'interfeu. Donc on remarque que la résistance thermique de contact diminue en fonction de la pression et tend à se stabiliser à partir d'une pression environ de 30 mégapascales pour les sections HS4040 et 4050 et à partir d'une pression de 50 mégapascales environ pour l'interfeu. Donc pour valider le passage micro-macro à travers ces études expérimentaux, on a construit un modèle numérique équivalent au dispositif expérimental. On a simulé particulièrement la partie du dispositif située entre les thermocouples 4 et thermocouple 4'. Les interfaces entre la barre supérieure et l'échantillon du joint et la barre inférieure et l'échantillon du joint, le comportement aux interfaces est géré par l'étude microscopique présentée dans la première partie. Donc une condition de symétrie est appliquée sur ces surfaces. Les surfaces latérales sont isolées et on applique un déplacement sur la surface supérieure de la barre supérieure et des températures T4 et T4' sur la surface supérieure et inférieure du modèle. Ces températures-là sont issues de l'expérience. Donc, ce modèle numérique permet de comparer les résultats numériques issus du modèle numérique aux résultats expérimentaux pour les différentes sections HS4040, HS4050 et la section interfeu. Donc la résistance thermique de contact diminue en fonction de la pression et on trouve un accord qualitatif entre le calcul et l'expérience. Cet accord est d'autant plus important lorsque la pression de contact est plus élevée
ce qui correspond à la pression de serrage du joint. Donc, après avoir validé le passage micro-macro, on a essayé d'appliquer ce passage-là à un modèle tridimensionnel plus réaliste d'un moteur à combustion interne. Ce modèle, vu les temps de calcul élevés, etc., on a choisi de modéliser une partie du moteur, une chambre et deux demi d'un moteur à combustion. Le modèle, les différentes parties du modèle sont les suivants: la culasse, le joint et le bloc cylindre. Les conditions limites sont données par Renault. La température initiale est 20 degrés C. On introduit les coefficients de convection et les températures des fluides environnants dans les différentes zones constituant la culasse, face-feu, noyau 2, conduite d'échappement, etc. Et dans le bloc cylindre, feu, noyau 2, huile, sous pression, ainsi de suite. Les sollicitations appliquées, c'est un flux de chaleur imposé dans les surfaces des fûts. Ce flux-là est compris entre 0,38 10-2 et 0,17 10 à la puissance 2 watts par mètre carré. Donc ces conditions limites et ces sollicitations-là sont données par l'industriel. Donc ce modèle est utilisé dans 3 simulations. La première simulation utilise un contact parfait entre les différentes interfaces, culasse joint et bloc cylindre joint. C'est-à-dire, je considère que la résistance thermique est nulle. Dans le deuxième modèle, on utilise les lois de comportement, pression et résistance thermique de contact issues du modèle microscopique rigueux-rigueux. Et dans la troisième simulation, j'utilise les lois de comportement issues du modèle microscopique avec surface sobre. Donc, le modèle permet de voir la distribution de la température dans le joint de culasse, dans le bloc cylindre et dans la culasse. Dans le joint de culasse, face cylindre et face culasse. On remarque que les zones les plus sollicitées sont les zones d'interfus et les zones proches des conduites d'échappement. On remarque aussi que les températures les plus élevées pour la simulation se trouvent, ou bien sont déduites, données par la simulation utilisant le contact, par la simulation utilisant l'étude microscopique rigueux-rigueux. Ensuite, pour le bloc cylindre, contact parfait avec rigueux-rigueux et surface sobre. Donc la zone affectée thermiquement se trouve face à l'interfus et la température maximale est atteinte pour les deux modèles considérant une résistance thermique à l'interface, quel que soit rigueux-rigueux ou bien surface sobre, ce qui montre que la résistance thermique introduite à l'interface freine les transferts du bloc vers la culasse. Donc une analyse plus fine montre une comparaison de l'évolution de la température par un chemin passant par la surface de la culasse, la surface supérieure du joint, la surface inférieure du joint et la surface supérieure du bloc cylindre. On remarque que la température croît en allant du haut vers le bas en traversant la zone d'interfeu. Et on déduit que les maxima donnés par le modèle rigueux pour les surfaces de la culasse et du joint sont plus faibles que celles du modèle considérant le contact parfait, ce qui confirme que la résistance thermique introduite freine les transferts de chaleur du bloc vers la culasse. Donc, je conclus. Ma contribution dans ces travaux de recherche ont permis de développer une étude microscopique du comportement thermomécanique du contact entre surfaces rugueuses, de vérifier le concept numériquement, le concept de la surface sobre, de modéliser macroscopiquement le contact, le comportement thermomécanique du joint. Ensuite, aussi de mettre en place un dispositif expérimental permettant de mesurer la résistance thermique de contact. Et finalement, on a modélisé
les transferts thermiques à l'échelle tridimensionnelle dans un moteur à combustion interne. À titre de perspective, je compte améliorer le dispositif expérimental, modéliser, appliquer le passage micro-macro au phénomène de micro-rotation du contact réel coussinet. Et merci pour votre attention. Merci. Donc on passe aux questions si vous avez des questions. 25 minutes. 25 minutes. Un peu plus. شوية على صوت ناص. ما حطيتش كل شيء. اي فوالا مش تعرف. اشتغل خدمة ما حطيتهاش. ولا صوت ناص خرج في عمره 10 à 12 minutes. مثل عندي الكاسكيت باش حاجات السيمينار Le séminaire, c'est un peu long pour le séminaire. Non, mais juste pour dimensionner. Bon, j'ai une petite question. Alors, bon, je trouve que le travail est pertinent, en fait, c'est une étude multi-échelle, donc on passe du micro pour aller donc, au macro. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, en fait, c'est juste pour comprendre. Quel est l'intérêt de rajouter la notion de la surface simple? Alors qu'on trouve, d'après les résultats que vous montrez, que si on compare les résultats en termes de l'évolution de l'air de contact en fonction, par exemple, de la température et de la pression, il y a toujours un écart entre le résultat donné par la théorie basée sur la surface simple et celle par le contact rigoureux. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait. Est-ce que vous avez réfléchi à une passerelle qui permet de... En fait, dans la littérature, dans toutes les études effectuées sur la mécanique de contact, on utilise toujours la notion de la surface. Donc, analytiquement, c'est un peu difficile de déterminer la pression, ainsi de suite, les paramètres de l'évolution de la pression de l'air, ainsi de suite, en utilisant un contact rigoureux. C'est pourquoi on a une comparaison analytique de ces résultats-là. C'est pourquoi on utilise toujours le concept de la surface. Donc, au début, on a commencé par la simulation avec surface pour pouvoir comparer aux études analytiques existantes. Ensuite, lorsqu'on a trouvé que les résultats avec surface représentent un écart non significatif par rapport au modèle rigoureux, on a opté à une modélisation du contact en utilisant les profils réels de ces surfaces-là, numériquement bien sûr. Et lorsqu'on prend en compte le profil réel, on reste toujours, enfin, en fait, les résultats présentent toujours un écart par rapport à la surface. Oui. Donc, en fait, c'est juste pour vérifier les modèles analytiques. C'est juste ça. Oui, exactement. Oui. Au début, on a... C'est-à-dire que vous n'avez pas exploité, je ne sais pas, l'approche surface pour pouvoir l'utiliser par la suite dans votre démarche. Essayer d'expliquer des... C'est juste pour vérifier par rapport à ce qui existe dans la littérature. Le second cadre peut clarifier. On croyait qu'il y avait un seul. Madame G. Madame G. C'est juste, oui, une petite clarification. Pourquoi on utilise le concept de la surface sombre alors qu'on peut simuler réellement des surfaces régresse. Voilà. Et là, en fait, il y a une approximation, parce que là, on peut faire un modèle numérique et le premier article, donc c'est la demande de revuloir. Il a refusé l'article parce qu'il n'y a pas une comparaison avec l'expérience ni avec des modèles analytiques. Parce que là, on ne fait pas confiance souvent à des modèles purement numériques, donc il faut absolument faire des comparaisons soit avec des modèles analytiques, soit avec des modèles numériques. Et donc là, pour pallier le problème, en fait, pour répondre à ces questions-là, on était obligé de faire un modèle analytique en utilisant la notion de la surface. C'est le modèle principalement de Bruno de Williamson, c'est le premier modèle basique, si vous voulez, qui étudie le contact rugueux. Et après, donc, le modèle de Robois-Loire, en utilisant les paramètres motifs. Donc, on a mesuré des profils réels
on a cherché la surface centre, si vous voulez, équivalente, avec laquelle on a comparé notre modèle numérique en utilisant la surface donc somme, le modèle analytique, et puis on a simulé le contact régulier, parce qu'il y a une perte d'information, soit au niveau de l'équivalence topographique, soit au niveau de l'équivalence mécanique, parce que là, pour passer à une surface somme équivalente, il faut chercher l'équivalence topographique à partir des deux surfaces rugueuses, de la rugosité des deux surfaces. Il faut chercher l'équivalence mécanique à partir des lois de comportement des deux matériaux. D'accord? Donc je reprends et je résume. L'objectif essentiel de la surface somme, c'est pour qu'on puisse comparer notre modèle numérique et les résultats issus du modèle numérique par rapport aux résultats qui sont issus des modèles analytiques, pour qu'on puisse faire confiance à ce qu'on est en train de faire numériquement. D'accord? Et dire, tiens, il y a un décalage entre telle et telle chose. Et ce qu'on a trouvé, nous, numériquement, parce que là j'ai assisté l'année dernière à un congrès au GFT 2013, revaloir le modèle qui utilise le concept de la surface somme a développé déjà un autre modèle analytique, en utilisant le concept de contact entre deux surfaces rugueuses. Et les conclusions qui sont tirées à partir de notre modèle numérique sont pratiquement les mêmes qui sont tirées à partir du modèle analytique développé par Revaloir. Donc c'est amélioré. C'est Le modèle amélioré. amélioré, tout à fait, amélioré. C'est la publié, en plus, on peut le Ouais, Non, pas c'est- non, pas encore. c'est publié au GFT, mais pas encore. On peut se baser sur ça pour faire la comparaison. De toute façon, après mon exposé, on a discuté un petit peu, il m'a dit que vous m'avez rassuré de trouver les mêmes résultats, les mêmes conclusions en faisant la comparaison entre le modèle numérique, ce qu'on a développé, et son modèle analytique. Oui, mais J'espère bien que... C'est clair, mais c'est juste... en fait, alors on trouve en fait à peu près la même allure en termes de réponse sur surface somme et surface rigueur, contact, pardon, rigueur, voilà, à peu près la même. Il y a souvent un écart. Oui. Alors, physiquement, c'est ça la question, comment peut-on interpréter en fait cet écart? C'est dû à quoi? C'est dû à l'équivalence topographique et à l'équivalence mécanique. Donc pour la surface somme, on considère que le module d'ion de la surface somme, c'est 1 moins 1 sur E équivalent, le module équivalent, égal à 1 moins nu 1 au carré sur E1 plus 1 moins nu 2 au carré sur E2. C'est la première équivalence, liée à l'équivalence mécanique. Et l'équivalence topographique, on considère un certain nombre d'équations utilisant les paramètres motifs. Par exemple, pour R équivalent égale à R1 plus R2, W équivalent égale à W1 plus W2, AR équivalent égale à 1 demi ou bien AW de même, 1 demi AW1 plus AW2, ainsi de suite. Donc, il y a une perte d'informations. Sans rentrer trop dans les détails. Oui. C'est tout simplement parce que c'est une hypothèse simplificative. Ce sont des hypothèses exactement C'est simplificatives. on simplifie en tant qu'équivalent. Donc, c'est vraiment quand on trouve des petites différences, suivant la validité de l'hypothèse, on va trouver quelque chose de plus ici que là. Ah, ça, c'est le rideau. L'autre, c'est une hypothèse de simplification. oui, mais là, c'est à exposer que le comportement est linéaire. Non, j'explique. Parce que là, elle a dit que la moitié de la réponse. C'est pas élastique. Le comportement de la surface somme, c'est élastoplastique qui fait ça. Oui. Donc la partie, c'est pour cela que je dis non, mais c'est juste pour clarifier. Elle a donné le module d'ion équivalent, mais la partie plastique est donnée par le matériau le plus ductile. Donc là, on a retenu à chaque fois la surface le plus déformable plastiquement, si vous voulez. Mais le comportement est un comportement élastoplastique qui fait ça. En termes de matériaux, mais en termes de résistance, la résistance de la somme des deux surfaces n'est pas la résistance de chaque surface toute seule. Parce que si vous avez la rugosité, probablement, la rugosité par exemple surface simple, la rigueur, ce n'est pas la même chose comme la somme de deux surfaces rugueuses. Et c'est ça probablement ce qui a donné la différence dès le début. Si vous dites résistance. Résistance à la limite mécanique, parce que, en fin de compte, c'est proportionnel à la pression. C'est l'équivalence. Et c'est pour cela qu'elle... L'équivalence topographique et l'équivalence propriété mécanique. Pas le résultat. Mais ils sont couplés. Il
ne pense pas qu'ils sont très dépendants les deux. De toute façon, c'est une hypothèse qui simplifie. Oui. Et d'ailleurs, Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas le même. ça peut expliquer le fait qu'à la fin, lorsque vous dites que les deux modèles collent parfaitement dans le cas des glandes prussiens, c'est tout à fait logique parce que dans les glandes prussiens, les petites, donc à un niveau de résistance, on peut avoir la même chose. Tous ces cas. Oui. La résistance thermique de la pression, c'est la pression du poumon et la résistance thermique sera mieux. Parce que là, vous avez écrasé totalement les aspects. Tout à fait. Dans les grandes pressions, ça donne la même chose. Mais au début, vous avez trouvé une différence entre le contact rugueux et la surface sombre. Là, je peux préciser ou donner une autre idée. On peut découpler les effets de l'équivalence mécanique de l'équivalence topographique. Et là, ça peut se faire aussi. Parce que là, on fait deux équivalences. On dit un premier matériau, un deuxième matériau qui sont en contact. Tout le monde a des propriétés mécaniques. Ou tout le monde a des propriétés topographiques. Donc la surface sombre, c'est quoi? Une surface sombre équivalente, déformable plastiquement. Les propriétés mécaniques sont tirées à partir de deux propriétés mécaniques, les deux corps qui sont en contact. Ou les propriétés topographiques, c'est tiré à partir de deux propriétés topographiques. Donc là, il y a équivalence mécanique et équivalence topographique. Je peux découpler les deux. Les deux propriétés mécaniques numériquement. La surface sombre, un rigide, indéformable. On est d'accord. Sans intervenir la pression, on est d'accord. Si on fait intervenir la pression, je pense, vous êtes mieux placé que moi pour juger, je pense que ça peut vraiment être, les deux phénomènes ne peuvent pas être dépendants. Parce que l'effet, surtout à cause de l'effet de l'emplacement. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si j'ai, par exemple, j'ai le contact rugueux, c'est comme si j'ai deux surfaces rugueuses, je peux avoir avec le minimum de force l'entassement des deux parties, chaque partie de son côté. Mais si je fais la somme, je vais avoir plus que le double de la force pour entasser pour avoir le même emplacement. C'est ça ce que je veux dire. Oui, mais oui, là, c'est les hypothèses qui sont tirées à partir de la mécanique de contact classique. Donc, ce qui est propriété mécanique, le module, aussi bien le module que les propriétés plastiques, sont tirées à partir des modèles analytiques qui existent, mécanique de contact, ou rapprochement, ainsi de suite, ou delta. C'est toute une théorie qui est derrière, qui permet de déterminer ces propriétés. Oui, et je pense que le modèle dont vous venez de parler, améliorer le contact de la surface double, certainement qu'il a raffiné en quelque sorte pour avoir des résultats. Parce que, à mon avis, les résultats que vous avez trouvés numériquement sont beaucoup plus fiables qu'avec les hypothèses de la surface. La surface. Oui, tout à fait. Mais là, il y a un autre point qui est très important qui n'est pas mentionné ici. Les résultats qui sont issus de la surface sombre sont obtenus pour un tirage aléatoire. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mesures expérimentales, on fait le traitement des profils pour tirer des paramètres motifs, il y en a 4 avec les écarts types associés. Si je fais un premier tirage aléatoire, sachant que je connais le nombre des aspérités, j'obtiens un profil, je fais la simulation, j'aurai un certain nombre de résultats. Si je fais un autre tirage aléatoire, j'aurai des résultats qui sont différents. Et là, on a trouvé que les résultats sont sensibles à ces tirages aléatoires. On a fait l'étude de la sensibilité des résultats en fonction de ce tirage aléatoire. Mais en fin de compte, c'est une bombe. La dépendance au tirage, c'est la même chose pour les rigolos. Les on ne fait pas de tirage parce qu'on est en train d'introduire des profils qui sont mesurés expérimentalement. Donc on est en train d'introduire... Conversion en propriété macroscopique, propriété statistique, on va faire un tirage. Ça peut... Juste, oui. Juste les dernières figures, là, le tridimensionnel. Encore une fois. Voilà. La comparaison entre ces deux-là, entre contact parfait, rigueux, voilà, contact parfait, rigueux et surface sombre, avec le diapo précédent. Voilà. Non, c'est bon, merci. كان بدلت الكولون الثالثة والثانية surface sombre في الوسط. Justement, ça a peut-être illusion. واحدة في الفين كده في الأرض. troisième colonne حاطط في الوسط وتحط. Est-ce que j'ai le droit de poser des questions? Non. Non, c'est juste pour donner plus de... On a dit non, c'est ça. مش question. C'est ça alors. لا مش شكرا
partir de cette... Oui, c'est juste Pour éviter les questions de déplaisance, c'est pour cela qu'elle a essayé de couvrir. Là, parce que c'est vrai, Michel charge de question, je vais compléter la question de Souhaïl. Parmi ces résultats qui sont mentionnés au niveau de la distribution de la température dans la culasse, dans le joint ou dans le bloc, quels sont les résultats les plus importants? Parce que si je remonte aux grands paramètres des problèmes, aux paramètres macro des problèmes, en tant qu'ingénieur, un des résultats qui me permettent d'avoir une réponse au problème industriel. Alors, le problème industriel, c'est quoi? C'est de chercher les champs de température dans la structure. On a une modélisation, un certain effort à l'échelle micro, ainsi de suite. On va faire un modèle macro. On va les flux de température dans les différentes composantes. Quels sont les résultats les plus importants qui me permettra de répondre à la question de l'industrie? Une conclusion. C'est ça. Dans ce travail, le plus important qu'on a trouvé, c'est d'avoir la diffusion de la température en fonction de la pression. Et de cette façon-là, il faut optimiser la répartition de la géométrie de la culasse pour avoir les pressions maximales qui peuvent garantir le maximum d'échange de chaleur. Sérieusement, est-ce que vous avez une réponse sur la question? Qu'est-ce que vous avez tiré? عملت simulation micro ودخلت لي ainsi de suite ومن بعد شفت الستركتور كامله ولقيت التمبيراتور. شنو الكونكلوزيون؟ Donc, la première dans une phrase. Dans une phrase. Les transferts thermiques s'effectuent du bloc cylindre vers la culasse. Et l'existence d'une résistance thermique de contact qui est déduite à partir des aspérités qui se trouvent entre les différentes interfaces, dans les différentes interfaces culasse, joint et bloc cylindre joint, freine ces transferts-là et augmente la température au nœud du bloc cylindre qui a une influence déterminante sur la segmentation et le piston, ainsi de suite. Et là, il faut le dire, explicitement, que tu vois la zone rouge, ils peuvent modifier la géométrie ou le lubrifiant le plus important, le champ de température le plus important, c'est au niveau du bloc. Les durées de vie des segmentations sont très influencées par la température au niveau du bloc. Mais la température peut être active dans le bloc. Mais très sollicitée. Les durées de segmentation, c'est très influencé par ces températures. هنا ينجم يدخل يعمل des trous de lubrification يوصل الlubrifiant حتى les points les plus chauds اللي موجودين في الكلاس. Donc c'est le point clé, si vous voulez, et c'est le point le plus important, il faut la mentionner d'une manière claire. الفرص الثانية اللي حبيتها هو انه donc parmi les objectifs c'est la compréhension de la physique elle-même. On ne sait pas si le joint bloque la température ou ne bloque pas. Donc on a vu qu'on a sur les hypothèses l'oula contact parfait الثانية surface solide الثالثة rigoreux. Plus on s'approche de la physique, plus on trouve qu'il y a une température emprisonnée dans le four. Donc, la compréhension, là, c'est important. Ça dit, on est encore. Et ça signale aussi le phrase technique. Que c'est la température est emprisonnée par la chaleur, il faut emprisonner en haut. Très bien, courage. Merci.